Bonjour, Bonjour. bonjour Benjamin. Euh, bienvenue à ce podcast. De quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui, Benjamin? Aujourd'hui, euh, c'est parce que la semaine passée, je pense que j'écoutais 500 Days of Summer. Puis là, je me suis dit en regardant ça, il faut faire un épisode sur The Graduate. Puis là, on fait un épisode sur The Graduate. Mais quel est le lien entre les deux films, Benjamin? Justement, dans 500 Days of Summer, tu as des extraits de Graduate, puis tu Mhm. as une influence, là, c'est sûr. Puis tu sais, The Graduate, à mon avis, c'est probablement un des plus grands films qui a jamais été fait. Non seulement parce que le film est vraiment excellent en soi, puis le film représente beaucoup pour la culture, puis a amené tellement beaucoup pour le cinéma, puis pour une génération complète. C'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui, parce que c'est vraiment intéressant. Mhm. Mais tu sais, c'était quand même important de préciser au début, je pense, là, parce que tu sais, de dire j'ai regardé 500 Days of Summer, donc je veux parler de The Graduate. C'est Ouais, quelqu'un qui n'a pas vu le film ou qui s'en souvient pas, il comprend pas trop le lien. ouais. Il y a un lien. C'est pas un lien si fort que ça, mais c'est juste que ça m'a fait penser aussi. Puis... Non, non, c'est ça, mais je veux juste le préciser comme ça. Mais D'ailleurs, 500 Days of Summer, c'est vraiment bon aussi. C'était oh vraiment oui, excellent. Fait que, avec Zoé Deschanel, c'est toujours bon. ouais, Voilà. toujours, toujours. Fait que je vais commencer par présenter rapidement The Graduate, avant d'y revenir plus tard, comme plus en détail dans les analyses, tout ça comme ça. C'est juste présenter c'est quoi, puis comme que ça a fait The Graduate un peu. Puis après ça, passer au Nouvel Hollywood. C'est pas mal ça que je vais Le faire. lauréat dans sa version française. Le lauréat. En fait, le lauréat de Graduate, c'est un film de 1967 de Mike Nichols. Que c'est un réalisateur. Je pense qu'il était au théâtre avant de faire ça, puis après ça, il était au cinéma, puis il a fait plein de bons films par après. Puis qui est mort en 2008, j'ai l'impression, si je me souviens bien. Le Comme quoi, scénario, comme quel bon film. Closer, avec Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen, puis c'est quoi son nom l'autre, là? Ok, c'est pas mal plus récent que. En 2004, c'est ça. Tu sais, c'est comme 67-2004, puis c'est deux films qui sont vraiment excellents. C'est ça. C'est carrément Mike Nichols. Puis, c'est un scénario de Buck Henry, qui était, je pense qu'à l'époque, c'était comme un genre de comédien humoriste, là. Puis Carter Willingham, d'après le roman de Charles Webb. C'est le film aussi qui a lancé la carrière de Dustin Hoffman, puisqu'avant ça, je pense qu'il a fait le film, il avait comme 29 ans. Puis avant ça, il faisait du théâtre, mais il n'était pas connu pendant tout, là. Fait que c'était un pari qu'ils ont pris de prendre Dustin Hoffman. Je pense aussi les producteurs voulaient avoir Robert Redford à la place. Puis ils ont fait, ben non, c'est pas crédible, là. Ils ont pris quelque chose de pas connu, puis prendre des risques. Puis en fait, c'est ça un peu la nouvelle Hollywood, là, c'est de prendre des risques, puis faire quelque chose de différent. Hmm. On verra plus tard, là. Donc, l'histoire, rapidement, c'est l'histoire de Benjamin Braddock, qui est un jeune de 20 ans. C'est Dustin Hoffman qui finit l'université, puis qui se ramasse, il retourne chez ses parents, dans un monde hyper matérialiste, puis comme il se voit pas dans ça, il se trouve pas dans ça, puis là, ses parents, ils ont comme des attentes envers lui, puis la société a des attentes envers lui, puis comme il est pris dans ce créneau-là, puis il sait pas trop où c'est que je m'en vais, puis c'est quoi mon avenir, c'est tout ça. Puis là, ils vont célébrer son retour. Puis il y a Mrs. Robinson avec Mr. Robinson, c'est les amis de ses parents. Puis là, Mrs. Robinson veut ramener Benjamin chez eux. Puis elle, il fait des avances sexuelles. Puis là, ça amène. Oh, ouais. Là, ça vient comme tout chambouler sa psyché un peu, puis ça le met comme inconfortable. Mais en même temps, ça lui permet aussi de sortir un peu du créneau qu'on veut qu'il soit comme dans la société. Puis on reviendra aussi sur le symbole de Mrs. Robinson. Je pense que c'est important par rapport à lui-même, un peu, c'est comme son double ou comme son futur s'il fait rien, mais on y revient là. Puis là, après ses aventures avec Mrs. Robinson, il tombe en amour avec la fille de Mrs. Robinson. Puis là, à partir de là, tout explose, puis tout découle, puis ça mène à des péripéties intéressantes. Que
Ouais, on reviendra parce que je pense qu'on n'a pas le choix de parler de la fin un peu. Hein, ça, c'est ça. Parce que Ouais, la ouais. fin est tellement symbolique pour une génération, puis de quoi ça parle aussi dans l'époque. Là. Donc, Puis je pense pas, même quelqu'un qui l'a pas vu, là, ça gâche pas le film non plus, non, c'est ça. ça gâchera pas le film de savoir la fin. Non, 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 c'est ça. Le film est toujours vraiment bon. Toutes les fois que tu l'écoutes, plus tu l'écoutes, meilleur qu'il est. Là, Mhm. fait que, ouais, c'est ça. L'histoire en général, c'est ça. Le film a connu un succès critique puis populaire assez intéressant aussi. Il y a eu 7 nominations aux Oscars. Il a gagné celui du meilleur réalisateur en 78, je pense, 67, whatever. Ça a eu un gros succès box-office. Bon, je pense qu'à l'époque, il était rendu comme troisième meilleur succès au box-office dans l'histoire. Il avait ramassé 105 millions au box-office, qui aujourd'hui, c'est à peu près 805, ce qui est vraiment Mhm. énorme aujourd'hui, sur un budget d'environ 3 millions. Ce qui est... Ben, c'est pas 3 millions qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est quand même peu. Là, Ben, c'est surtout un profit par oui, rapport c'est à ça. l'argent qui a été fait. Ouais, c'est ça. 102 millions de profit à l'époque, là, c'est quand même énorme. Là. Mhm. Ouais. Puis justement, toute cette notion-là de petit budget va donner naissance à quelque chose d'autre qu'on va voir maintenant. Parce que ce film-là a donné naissance justement à un nouveau mouvement qui est arrivé aux États-Unis, à Hollywood, qu'on appelle la Nouvelle Hollywood, qui arrive en 67 avec 2 nouveaux films, Bonnie and Clyde et puis The Graduate, qui sont des petits films à l'époque, là, mais qu'à Star, c'est des films cultes, là, pour cette raison aussi, puisqu'on va comprendre qu'est-ce que ça a apporté, ces films-là. Qui venaient clasher complètement avec ce qui se faisait à Hollywood, avec les gros studios, avec la façon de faire ben, les films à grand déploiement comme on connaissait, mettons les 10 commandements ou Ben Hur ou cette affaire-là des années 50. Là. C'était quand même autre chose. Fait que on va recommencer vers les années, mettons, 30, 40, 50, où c'est la domination des studios Hollywood. En fait, les gros studios, les majors, possédaient toutes les phases de développement d'un film. Ils faisaient des films, ils avaient leur salle de cinéma, fait qu'ils faisaient la distribution des films dans leur salle, ils exploitaient la publicité, les affaires comme ça. Fait qu'au final, tu avais des gros monopoles, puis c'est eux qui contrôlaient tout, puis ça donnait des films. Ben, c'est des gros films avec des gros budgets, mais c'est aseptisé là, quand même. Penses-tu? C'est-tu juste de dire ça, aseptisé? Je sais pas, là, Ben, mais. tu avais quand même de la variété, là, mais c'est sûr, c'est très différent du nouvel Hollywood, là, mettons. Là. Mais, tu sais, Ouais, ouais. Vas-y. ben, t'avais tu sais, ben, c'est sûr, c'était pas juste non plus des films à grand déploiement comme, euh, comme les 10 commandements et compagnie, là, mais c'était beaucoup quand même de films. Sinon, c'était aussi beaucoup des films qui se basaient sur le star system, beaucoup dans le sens que les acteurs étaient vraiment mis au premier plan, puis t'allais voir le nouveau film avec tel acteur. Là. C'était vraiment eux qui étaient mis de l'avant, puis c'était leur performance, puis tout ça. Là. Je pense que c'est aussi un élément important là, tout le système hollywoodien des studios de l'époque. C'est vrai. J'avais oublié. Et aussi toute la notion des thèmes qui vont quand même être chamboulés des années 60, mettons, avec le rêve américain, des affaires comme ça, le self-made man, montrer comment que l'Amérique est belle, puis c'est une belle terre d'accueil, puis comme on est bien aux Mm-hmm. États-Unis, puis c'était ça surtout à l'époque. Là. Ce qui va quand même changer avec une autre génération, ce qui est Mm-hmm. intéressant. Puis justement, cet équilibre-là qu'on voyait avec le monopole des studios va être chamboulé à partir de 1948 parce qu'il va y avoir une loi antitrust, le décret Paramount, que ça va interdire aux gros studios d'avoir des cinémas. Fait comme ça, ils ne peuvent plus avoir de monopole des films. Les films vont être partagés dans tous les cinémas, pas juste dans le cinéma Paramount, le cinéma MGM ou des affaires comme ça. Okay. Ça donne un meilleur équilibre. Dans le fond, c'est la séparation entre le distributeur et la production. Ouais, c'est ça. C'est plus juste, ça, je pense. Là. Probablement. Ça donne plus d'opportunités probablement à d'autres personnes de faire des films puis avoir des visions différentes. Ça permet à des Vincent Goudzo de rayonner. Gros élément positif. Mais à partir de là, ça, c'est comme la première coup de barre qu'ils ont reçu, mais les studios ont réussi à survivre quand même bien. Quand je parlais des 10 commandements Ben Hur, c'est des films qui ont eu du bon succès.
les années 50. Puis même là, il y a d'autres films aussi qui fonctionnaient bien. Mais c'est vraiment des années 60, on dirait qu'il y a comme un petit déclin, les gens étaient moins intéressés. Puis le gros coup de barre qui était donné, c'était avec Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, qui est probablement le film encore aujourd'hui qui a coûté le plus cher à faire. Et c'est un film de 4 heures qui n'a pas connu un gros succès, pas vraiment. Au départ, c'était un budget de 5 millions qu'il y avait, mais avec tous les dépassements de coûts, puis tous les dépassements de coûts, c'est arrivé à 44 millions, qui aujourd'hui, ça donne environ 350 millions de budget pour un film. Ouais, c'est énorme, là. Quand tu regardes ça aujourd'hui, là, Ben, c'est ça, mais c'est les immenses décors, puis c'est la démesure partout, là. Évidemment, je pense pas que c'est ça qui a coûté le plus cher, mais il y a la légende des costumes d'Elizabeth Taylor, de l'actrice principale qui joue Cléopâtre, là, à quel point dans chaque scène, elle a un costume différent. Comme je disais, c'est sûrement pas ça qui a coûté une fortune tant que ça, mais ça donne l'idée de la démesure de la chose. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, le film n'a pas marché vraiment. Fait que ça donne une grosse perte économique au studio, puis c'est vraiment ça qui a fait tomber le cinéma tel qu'on le connaissait là, à cette époque-là. Mais je pense qu'il a quand même marché. C'est juste, avec un budget comme ça, c'était presque impossible. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense qu'il n'a pas rencontré ses coûts, justement. C'est ça l'affaire. Ouais. Qu'il était juste even. Là. Je pense que si les gens s'intéressent de voir un peu le Hollywood des années 40-50, il y a un beau film des frères Coen, ça s'appelle Hell Caesar, qui se passe à cette époque-là. Justement, c'est un producteur qui navigue à travers les différents tournages de cette époque-là. Puis tu vois un peu comment ça marche dans le studio, puis tout ça. C'est intéressant. Ça n'a pas rapport, là, mais en tout cas. C'est bon. Un peu. Ouais. Mais aussi, qu'est-ce qui amène quelque chose de nouveau qui va aller vers la nouvelle Hollywood? Va être le Code Hays qui tombe en 1966. Le Code Hays qui était toute l'affaire de censure, puis qui contrôlait ce que tu pouvais mettre à l'écran ou pas. Tu sais. En 1966, ça tombe ça, puis ça permet d'aller dans des zones où est-ce que la sexualité est plus exploitée, tu as plus de violence, puis des affaires comme ça qu'on ne voyait pas. Puis peut-être que ça, justement, attire un nouveau public qui était moins intéressé par ce qu'on voyait dans les gros studios. C'est vrai que ça, c'est vraiment une différence majeure là, qu'on voit entre le Nouvel Hollywood et ce qui se faisait avant. Là. Les thèmes, puis à quel point on peut aller à des endroits où on n'allait pas du tout. Tout était plus lisse avant. Ouais. Puis aussi, entre-temps, à travers toutes les années 60, les grands cinéastes européens qui se développent aussi, qui prennent de l'ampleur. Quand tu parles des Truffaut, les Godard, les Bergman, Fellini, Antonioni, Kurosawa, whatever, là, tous ces gens-là, ils commencent à prendre une place plus importante aux États-Unis parce que ça vient chercher un public autre que ce que l'offre donnait. Puis ça devrait... Tu dis européen puis Kurosawa dans la même phrase. Ouais. OK, japonais. Là. Ozu, mettons aussi. Là. Puis, justement, la nouvelle Hollywood se rapproche beaucoup de ce qui s'est fait en France avec la nouvelle vague, puis toute cette nouvelle vague de réalisateurs-là qui, en fait, c'était des cinéphiles. Puis c'était ça qu'on avait aussi. À la nouvelle Hollywood, c'est que des cinéphiles qui sont passionnés par le cinéma, puis qui voulaient mettre leur voix là-dedans. Comme on l'a vu, les Truffaut, Godard, c'est des gens des cahiers du cinéma qui, les autres, au départ, c'était des critiques, là, puis qui aimaient ça. Puis aussi, la notion des mœurs qui change à l'époque des années 60. Même au Québec, on l'a connu, mais partout dans le monde, mai 68, les affaires comme ça, c'est un phénomène mondial, puis ça se ressent dans l'art aussi. Puis je pense que c'était inévitable de faire le shift comme ça aux États-Unis, dans les films. Fait qu'arrive en 67, Bonnie et Clyde, des gens qui veulent faire ça. C'est un peu à la sauce Nouvelle Vague où est-ce qu'on revisite le genre comme du film criminel, comme, mettons, Godard le fait un peu dans ses films. Si on regarde Pierrot le Fou, des affaires comme ça. C'est de revisiter le film noir ou des affaires comme ça, le film de criminel. Puis les gens étaient réticents à faire ce film-là. Ils ne voulaient pas vraiment. On croyait au beau projet, puis on s'est dit, ça ne marchera jamais cette affaire-là. Finalement, ils ont donné un petit budget de 1,6 million pour le faire. Ce qui est pas tant que ça. Là, quand on compare aux 44 de Cléopâtre. Là. C'est sûr. Puis, mais je pense 1,6, c'est exactement le budget de Nadia Butterfly de cette année.
Ah ouais. Mais comme fois, je sais pas c'est fois combien. Là, mais... Ah, c'est ça. C'est pas la même échelle. En tout cas, continue. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas comparer les budgets québécois et américains non plus. C'est deux Ben surtout, games. tu sais, on parle de Bonnie and Clyde, on parle d'un film, tu sais, je veux dire, tu sais, avec de l'action puis tout plein Oui, non, c'est ça. de trucs demandants. Là. C'est pas un petit film intimiste. Là. C'est ça. Puis, justement, ce film-là a connu un beau succès box-office. Il a cherché 70 millions sur un budget de 1,6. C'est quand même phénoménal. Là. Mm-hmm. Puis là, c'est comme à partir de là que avec The Graduate aussi qui arrive en même temps, en 67, que les producteurs vont être plus ouverts à aller vers des projets plus risqués, puis qui amènent quelque chose de nouveau, puis qui disent avec un petit budget, je peux faire beaucoup d'argent, fait que genre allez-y, vous avez toute la liberté possible, puis on faites ce que vous voulez, puis donnez-nous de l'argent. T'sais. Puis d'ailleurs aussi, Bonnie and Clyde a eu 10 nominations aux Oscars cette année-là. C'était un succès critique aussi, pas juste box-office. Mm-hmm. Puis là, justement, la même année arrive The Graduate. C'est ça, qui se fait dans un cinéma, dans une grande liberté. Puis ça allait chercher vraiment les moyens du cinéma. Tu mettons Mike Nichols qui venait du théâtre, on avait pensé qu'il aurait fait un film plus théâtral, plus parlé. Mais il va vraiment chercher tous les moyens du cinéma qu'on peut avoir. Les plans de caméra sont vraiment hallucinants. Puis il se sert du montage, puis des cadrages, ou du langage du cinéma pour parler comme on sert du langage. Là, en tout cas, c'est ça. Fait qu'on peut parler aussi à partir de 67, c'est la domination du cinéma d'auteur aux États-Unis. Où ce qu'on va retrouver on chamboule les thèmes complètement par rapport à ce qui se faisait avant. On a des thèmes, tu sais, avant, quand on glorifiait les États-Unis, on les valorisait. À cette heure, on se trouve avec comme la désillusion des États-Unis, comme l'Amérique est laide, ou comme on trouve pas notre place vraiment là-dedans. Si on pense juste à Taxi Driver, que ça monte une New York dégueulasse, puis qu'il faut faire le ménage. Ouais, ouais. À travers, ouais. À travers les yeux d'un chauffeur de taxi. Qui revient du Vietnam en plus. Ben, c'est ça. Je pense que c'est un des premiers films. C'est pas le premier qui parle comme de choc post-traumatique. Là. Indirectement, si on peut dire. Là, mais c'est vraiment ça. Le sociopathe qui revient du Vietnam complètement traumatisé. Là, qui a en même temps un regard assez lucide sur la société et sur ce qui l'entoure. Là. Ben, c'est ça, parce que tu sais, avec le contexte social qui se passe à la fin des années 60, tu as le mouvement hippie qui naît, tu as tout le mouvement de résistance à la guerre du Vietnam, là, qui se retrouve, tu le ressens dans le cinéma. C'est ça qui, comme, on peut quasiment dire que c'est arrivé en retard au cinéma comparé dans la société ou, mettons, dans la musique. Là, je veux dire, tu sais, justement, tu parlais de 67 comme avec les deux films, mais c'est ça. Ça, c'est le début du nouvel Hollywood, puis on n'est pas encore dans la grosse contestation, là, je veux dire, contrairement à... C'était quasiment un peu plus que le cas dans la société, ou mettons, si tu prends dans la musique, puis tout ça, là, c'était un mouvement qui était déjà amorcé, c'est sûr, le cinéma, je veux dire, ça reste une grosse entreprise dirigée par des gros studios, c'est sûr qu'il ne sera pas nécessairement à l'avant-garde par rapport au reste des mouvements sociaux. Mais, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, le cinéma, c'est le reflet de la société. Comme on disait l'autre jour aussi. Là. Puis, comme si on va toujours le dire, parce que c'est ça le cinéma. Là. Puis justement, cette nouvelle vague-là, cette nouvelle Hollywood-là va donner naissance à des cinéastes encore aujourd'hui qui sont exceptionnels. Là, les Scorsese, les Dennis Hopper, Coppola, De Palma, puis name it, là, Spielberg, je pense qu'il est né dans ça aussi. George Lucas est né dans ça. C'est des grands cinéastes qui œuvraient avec une grande liberté, puis ça a donné des films exceptionnels. Puis tu sais, comme tu me disais, justement, tu sais, ça a connu tellement un bon succès, ces films-là, c'était tellement bon que les studios voulaient comme reprendre la même formule après ça, même quand c'est mort, le nouvel Hollywood. Là. C'est ça, mais on dirait que justement, le nouvel Hollywood, c'était comme une période de grande ébullition créatrice que
Bon, les réalisateurs avaient justement plus de liberté pour créer même si c'est quand même à nuancer parce que si tu prends Coppola, le parrain, il y avait au début du tournage, il y avait la menace de se faire envoyer à chaque jour. Là. Donc, tu sais, c'était comme. Il y avait quand même encore un contrôle, c'est juste que. Ben justement, c'était comme on donnait le contrôle au réalisateur, puis comme tu peux essayer, mais ça pouvait arriver quand même que justement, si on trouvait que si tu t'enlignais pour nous faire perdre de l'argent, ben là, ça se peut qu'on te renvoie. Là. Mais tu sais, ça reste qu'il y avait quand même un certain contrôle artistique, là, tout ça. Euh, Puis, c'est ça, mais c'est comme justement, comme je disais, une période d'ébullition que tout le monde, les gens essayent leurs affaires. Puis c'est comme si, ah, ben là, t'as Spielberg qui, en essayant ses affaires, qui a fait Jaws, qui a fait Les Dents de la Mer, que là, ça a été un immense succès. Puis, tu sais, avec un film qui aborde des thématiques intéressantes, mais en même temps pas tant que ça. Tu sais, dans le sens que c'est un film qui reste une sorte de suspense, puis qui est vraiment intéressant pour son build-up narratif, puis sa tension, puis tout ça, là. Plus que par la profondeur des thèmes à aborder, mettons. Puis, puis là, t'as Lucas, que, Star Wars, justement, là, c'est un projet très personnel là, de Lucas. Là. C'est pas un truc de studio. C'est pas une commande, là, Star Wars. Là. Puis c'est lui qui voulait raconter son histoire comme ça, mais ça a été. Puis justement, ça a été un tournage infernal, je pense, pour lui. Là. Il a pas réalisé de film pendant des années après ça. Les autres Star Wars. Oui, ça, le 5 puis le 6, c'est pas lui qui les a fait. Hein? Non, c'est ça. Okay. Je sais même pas je me demande si le prochain film qu'il a fait après, c'était pas La Menace Fantôme, justement. C'était l'épisode 1. Mais je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Puis, c'est ça, mais là, t'as Star Wars qui est un immense succès. Donc, après ça, c'est comme si les studios, si on schématise, c'est comme si les studios s'étaient rendus compte, OK, ben c'est ce genre de truc-là qui marche. On a laissé les artistes comme créer leurs affaires. Puis là, ils se rendent compte, ça fonctionne. OK, maintenant, on reprend le contrôle, puis on fait ça. Puis c'est un peu ça, les années 80, là, même si, encore une fois, à nuancer. Mais c'est un peu ça, si on fait une grosse trame générale. C'est un peu ça qui est arrivé. Puis justement, les années 80, si on parle un peu de la chute de ce mouvement-là, qu'il est mort... c'est mort avec Heaven's Gate de Michael Cimino en 1980 parce que ce film-là, au départ, c'était un budget de 7 millions. Puis je sais pas trop, Michael Cimino, il a commis des problèmes. Ben, il a l'air assez particulier, ce monsieur-là. Là. C'est lui qui a réalisé, pour situer Le Deer Hunter. Le Deer Hunter, qui est le titre en français, il est vraiment différent. Voyage... en enfer. Voyage au bout de l'enfer, c'est ça? Ça se peut. Ouais, je me souviens plus. Mais ouais, film sur la guerre du Vietnam, là, en 3 parties, là, avant, pendant, après. Ouais. C'est génial. Ouais. Ben, c'est ça, lui, il a fait Heaven's Gate en 1980. Puis au final, avec tous les dépassements de coûts, comme, je pense qu'il était jamais assez satisfait, fait que ça s'échelonnait le tournage fucking longtemps. Puis ça a coûté au final 44 millions. 44 millions de Cléopâtre a coûté ça, 350 millions aujourd'hui. C'est énorme sur un budget de 5 millions au départ, 7 millions. Fait que c'est ben trop. Puis au final, le film n'a pas marché du tout, puis il a fait 3 millions au box-office. Fait que c'est une perte de 41 millions. Puis à partir de là, ben, les studios ont commencé à reprendre possession, puis ont mis un coup de barre là-dedans. Ils ont dit, regarde, ça marche plus. Là. Puis justement, cet échec-là a contribué à la faillite puis la mort de United Artists. C'était la boîte de... Ben, je pense que c'est une boîte de prod comme Charlie Chaplin, puis Griffith, puis des affaires comme ça. Je ne sais pas trop c'est qui les autres. Ouais. Non, je savais pas. C'est ça. C'était justement non, ça me revient. La notion de donner toutes les artistes au pouvoir, mettons, c'était eux autres. Là. Puis là, c'est mort avec ça. La star ça n'existe plus. C'est triste. Fait que c'est ça. C'était un peu ça pour l'histoire du nouvel Hollywood. C'est d'autres choses à rajouter. Sur le nouvel Hollywood. Ah ben oui, il y a un élément dont je voulais parler, c'est un truc assez important aussi, c'est, on n'en parle pas souvent, mais physiquement. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup,
bon, tout ce qui était le système hollywoodien avant, c'était très studio, là, justement. Là. C'était décor en carton, puis tout ça. Puis là, il y a beaucoup plus de... c'est même un peu comme la nouvelle vague, il y a beaucoup plus de tournage en extérieur, puis en décor naturel, il y a beaucoup... Quand tu regardes ça aujourd'hui, il y a une beaucoup plus forte impression de réalisme que, que dans les films Hollywood classiques là, qui précédaient. Je pense aussi qu'il y a une grosse influence du néo-réalisme italien aussi dans ça. Oui, c'est ça. Je pense à, pour prendre un film, là, disons, The French Connection, parce que, justement, là, ça se passe dans les rues de New York, puis tu sens vraiment que tu es dans les rues de New York, puis tu as une scène dans le métro, puis tu as une scène où ils pourchassent en voiture le métro, comme qui est suspendu, qui roule en suivant le métro qui est suspendu dans les airs, là, puis c'est très extérieur, c'est très réel. Ouais. Je pense que ça a influencé beaucoup ce qu'on est aujourd'hui. C'est encore ça, pas mal. Oui, non, c'est ça. Ben, ouais. À part tout ce qui est écran vert. Là, mais... Ouais. mais ouais. Sinon, je vais parler du contexte historique. On a quand même parlé quand même pas mal. Là, le mouvement hippie, puis les contestations, la guerre du Vietnam. Oui, c'est ça. Toute la société change, si on veut, à cette époque-là. Aussi, pas juste aux États-Unis, mais quand tu parles, mettons, des films de Miloš Forman qui faisait en République tchèque à l'époque, avant qu'il exile ici, ça parle d'une société qui change. Puis, qu'est-ce qui se passe en République tchèque? C'est toutes les révoltes. Les Tchèques, c'était-tu de l'URSS ou c'était la Tchécoslovaquie? La Tchécoslovaquie, c'était allié de l'URSS, là, ça n'en faisait pas partie. OK. Mais en tout cas, je pense qu'il y avait une révolte là-bas. C'était dans le bloc de l'Est, là. OK, c'est ça. Je pense qu'il a dû s'exiler à cause de ça. Puis tu le ressens dans ces films, tout l'aspect comme la terreur politique qui se passe. Là. C'est intéressant. C'est Loves of a Blonde de Miloš Forman, c'est nice. Je sais pas si ça se trouve quelque part, là, mais je pense que c'est fait dans 68, ce film tchèque. C'est le fun. Fait que, ouais, contexte social qui est important dans les films, là, mais on a parlé. Après ça, The Graduate. Tu sais, qu'est-ce qui fait que The Graduate est aussi important que ça dans l'histoire du cinéma? Ou qu'est-ce qui rend The Graduate aussi comme parlant aujourd'hui encore? Là? C'est pourquoi on en parle aujourd'hui encore de Graduate, même si ça a amené quelque chose d'autre, mais le film en soi est comme un message d'une génération. C'est comme une génération qui parle à une autre génération. Mm-hmm. Puis ce qui était très courant, c'est l'époque typique de ça, là, du conflit de génération. Oui, non, mais oui, c'est ça. Tu penses à... c'est ça, c'est la jeunesse contestataire qui veut changer le monde, mais c'est un thème universel si on veut, là, mais je pense que c'est à cette époque-là qu'on le retrouvait le plus qu'aujourd'hui. Mais je pense que tu peux relate encore à ça aujourd'hui. Tu vraiment? Là, je pense que les anglicismes comme relate, là, on se calme. OK, je vais dire, tu peux... t'identifier à ça. Je peux t'identifier à ça. Aujourd'hui, personnellement, je suis comme, genre, je comprends ça. Tu es d'accord? Oui, ben c'est sûr, ça se comprend. Hein. Ouais, OK. Puis, justement, un cri du cœur d'une génération à une autre, je trouve que ça se rapproche beaucoup de Trainspotting, qui a fait un peu la même chose 30 ans après. C'est le message d'une génération, c'est le film d'une génération plus que le film en soi. Ouais. Tu trouves-tu? Ben, c'est sûr, les deux films sont différents. Trainspot, t'as pas... Mais t'as comme l'aspect contestataire aussi dedans. Ouais, c'est sûr. Mais dans Trainspotting, t'as pas de dialogue entre les générations. C'est c'est plus un monologue. Si le dialogue il se fait avec le public. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est sûr, ben, Trainspotting aussi, c'est plus... c'est plus trash. Là. C'est des gens qui sont... Oui, mais ça reste le cri du cœur d'une génération pareil. C'est clair, mais en même temps, c'est une génération, mais ouais. Mais représenté à l'écran par du monde
décollissé, là. Ouais. Mais ce qui n'est pas le cas dans The Graduate. Mais oui, non, c'est sûr. Par extension, ça devient un certain cri d'une certaine génération, puis d'un certain milieu. Ouais. Ben, c'est quand même l'opposition matérialiste, puis des affaires comme ça. Tu vois un mode de vie. Ouais. Ben oui, tout le monologue Du début. Choose Life. Ouais. Ouais. Fait justement. Ben, le film, on l'a vu, ça a permis à d'autres réalisateurs d'avoir une voix puis de faire des films différemment, ce qui est intéressant. Aussi, ça a été une révolution dans la façon de faire les films. Je pense que c'est le directeur photo que je disais qui disait que juste le temps du tournage, puis lui, c'est un vétéran qui a fait plein de films avant, depuis les années 30, je pense. Puis juste le temps du tournage de The Graduate, il a fait plus d'innovations techniques que dans toute sa carrière avant. Ce qui est quand même fou. Quand tu regardes toute la scène de la piscine, là, comme le montage en parallèle avec la chambre d'hôtel, puis comment tout ça représente vraiment sa pensée, puis c'est comme s'il se libère un peu dans la piscine. Mm-hmm. Je vais revenir, parce que je pense que c'est important, tout le symbole de l'aquarium qu'on retrouve. Là. Comme, à un moment donné, le film, c'est pas au début, c'est au début du film, il est comme devant son aquarium comme ça, puis il y a comme un genre un plongeur qui est dans le fond de l'aquarium. Puis plus tard, quand tu le vois lui-même comme plongeur dans la piscine, puis genre ses parents qui essaient de le Avec noyer. son gros scaphandre, là, complètement isolé. Dans le fond, c'est juste faire le parallèle entre lui puis comme il y a ce petit bonhomme-là qui est pris dans un aquarium, puis qui est pris dans un engrenage qui est plus fort que lui, puis il est pris dans ça, puis il sait plus quoi faire. Puis comment je fais pour sortir de l'eau? Puis là, quand il essaie de sortir de l'eau, ses parents, ils disaient non, retourne là. Tu sais. Puis on dirait que c'est dans son aventure avec Mrs. Robinson qui va vraiment comme sortir du carcan que les gens veulent qu'il soit. Puis par rapport aussi le personnage de Mrs. Robinson, je pense qu'il est important parce que Mrs. Robinson, en fait, c'est un peu ce qui deviendrait lui-même s'il ne sort pas de ce moule-là. Tu sais. Puis elle est malheureuse parce qu'elle est forcée dans un mariage qu'elle ne veut pas parce qu'elle était juste enceinte avec ce monsieur, de ce monsieur-là. Puis à cause de ça, elle s'est mariée, mais elle n'a jamais aimé ce mari-là, puis même encore, elle ne l'aime pas. Tu sais. Puis il voit que quand il parle avec, s'il ne fait rien, ben c'est ça qu'il va devenir. Puis est-ce que c'est ça que tu veux devenir? Je pense pas. T'sais. En tout cas, intéressant. Je sais pas si tu étais rendu à parler de ça ou si je te devance, là, mais tu n'arrêtes pas de parler de Mrs. Robinson, mais ça a-tu rapport avec la chanson de Simon and Garfunkel? Ben ça, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, justement, c'est ça. C'était une façon que... Ben, tu sais, Simon Garfunkel, c'est eux qui ont signé. Ils ont fait 3 chansons. Je pense 2 chansons qui existaient déjà, Sound of Silence, puis l'autre tune, je me souviens plus du titre. On n'entend pas tant que ça. Puis Mrs. Robinson, c'est la chanson originale pour le film qu'ils ont fait. Puis ça, justement, c'était quelque chose qui n'était pas commun à l'époque de faire. Là. C'était surtout de la musique classique que tu mettais dans les films, original. Mais là, de prendre des tubes, c'est comme ça on appelle ça, des tubes. Des tubes? C'est ça, des tubes? Ben oui, là, si tu veux parler comme un jeune de Paris. OK. Ou genre, tu prends des chansons comme non, ça. Non, c'est pas très jeune. Ça fait longtemps que l'expression existe, là, mais bon. Ben, tu sais, de prendre une chanson comme ça puis de la faire jouer comme trame originale d'un film, ça, je pense que ça s'était jamais fait, probablement, à l'époque. C'est un peu risqué, c'est intéressant. Puis ça donne... on va parler de la fin tout de suite, parce que ça finit qu'il s'en va, il pourchasse Ellen Robinson, qui est la fille de Mrs. Robinson, puis que elle pense qu'il a violé sa mère, parce que là, ils ont comme su toute l'histoire qu'il y avait une aventure pendant qu'il sortait un peu avec, puis là, il est fâché. Puis il se sauve, lui, il s'en va juste comme la poursuivre, puis il veut comme la marier. Mais là, elle s'en va se marier avec quelqu'un d'autre, puis là, il va la chercher à l'église, puis il se sauve avec. Puis ça finit avec un plan, ils sont dans l'autobus, puis ils sortent de l'église, puis là, ils sont comme contents, mais là, rapidement, ça, comme, la joie s'estompe, puis c'est triste, puis là, ils sont comme, hey, ben, on a fait ça, mais comme, qu'est-ce qu'on fait, puis on n'est pas plus avancé qu'on l'était. Mm-hmm. Puis là, t'as Sound of Silence qui part, puis c'est tellement génial. Là, c'est malade. Mais c'est fou parce que le plan commence, là, sont dans le fond, sont heureux, puis là, c'est typiquement, là, c'est le happy end. Puis là, tu sais, comme, OK, comme 2-3 secondes, puis ça va couper. Sauf que là, le plan, il reste. Ouais. Puis là, il reste. Puis là, tu commences à ressentir un malaise intérieur.
Puis là, ça continue, puis là, leur expression change, puis là, non, c'est vraiment bien. Puis justement, ce plan-là, ben, je pense que c'est le regard inquiet d'une société vers leur avenir, ou d'une génération vers leur avenir par rapport à la société matérialiste qui sont dedans. Non, c'est complètement ça. C'est ça. Puis là, tu te retrouves Sound of Silence, comme, ben, je vais revenir dans le silence parce que c'est là que j'étais mieux, puis comme, peu importe mon avenir, je l'aime pas, tu sais. Fait que, qu'est-ce que je peux faire? C'est génial, ce film-là. Mais pour revenir sur les chansons, là, parce que j'ai comme réfléchi un petit peu dans les 2 dernières minutes, là. Mais tu avais quand même des films beaucoup qui avaient des chansons originales, là, mais c'était pas des... Je veux dire, bon, il y a les comédies musicales, c'est sûr, mais toutes sortes de... des films, mais c'est souvent, mettons, un personnage qui chantait ou une chanson qui est comme en fond puis qui est très lyrique, puis là, d'avoir vraiment de la musique, vraiment style populaire pour l'époque, là, vraiment ce qui jouait à la radio puis tout, là. C'est sûr, c'était peut-être là aussi beaucoup qui était risqué, particulier puis innovant. Ouais. Mais tu sais, il était populaire. Je pense qu'il est devenu populaire après le film aussi, Mrs. Robinson. Là. Ou à cause. La chanson? Ouais. Parce que c'est devenu... Ben oui. Ben, je pense qu'il était numéro 1 au... Je peux pas le marrer. Ouais, non, c'est sûr. Mais même aujourd'hui, je pense que la chanson est plus connue que le film. Ouais. Ben, ouais, je suppose. Ben, je pense. Là. Mais est-ce qu'il est devenu populaire parce que le film a connu un gros succès ou... Ben, la tune est bonne, pareil, peu importe le film ou pas, là, mais... Ben, Armageddon, voyons, c'est quoi la chanson d'Aerosmith pour Armageddon? Es-tu populaire? Ouais. À un moment donné, c'est le serpent qui se mange la queue. Là. Ouais, c'est vrai. C'est les deux. Là. Ouais. Mais, je pensais pas citer Armageddon dans un... Je pensais pas citer un film de Michael Bay dans un podcast sur The Graduate. Puis, ouais. Je pense que le film est encore autant d'actualité parce que je pense que la société a changé un peu, mais pas tant que ça. Tu sais. Puis on se retrouve un peu dans le même carcan, puis dans le même moule, puis que il faut agir de cette façon-là. Puis dans le fond, tu sais, le film, c'est un gars qui... Tu sais, ça, j'explique à ma mère. Dans le fond, c'est un gars il rentre dans une maison qui est amenée de force, puis là, le gars, il dit, on joue à Monopoly. Là, il dit, ben, je veux pas jouer à Monopoly, je joue au Battleship. Puis là, il dit, non, on joue à Monopoly, puis t'as pas le choix de jouer à Monopoly. Puis c'est un peu ça le film. Tu sais. Le gars, il rentre dans un monde qu'il sait pas, puis ben, tu as des règles du jeu que tu es obligé de participer. Puis je pense que c'est encore la même chose aujourd'hui. Ouais, mais le Monopoly, c'est quand même plus complexe et plaisant que Battleship. OK, mettons Cranium. Là, ouais. Fait que ça fait le tour de mon analyse de ça. J'ai un autre petit point après. As-tu d'autres choses à dire par rapport à... Ben, pour revenir sur la fin, c'est plus une anecdote personnelle, là, mais quand j'ai regardé quand j'ai regardé Félix et Meira de Maxime Giroux, exact, c'est pareil. qui est dans le fond, c'est ça, que je l'ai vu avant de voir The Graduate. Puis bon, c'est un film là, c'est un film québécois, là, mais c'est comme un gars qui commence à fréquenter une juive assidique, là, puis là, ils finissent par se pousser ensemble. Puis c'est ça, puis à la fin, ils sont à Venise ensemble. Puis là, ils sont dans une gondole, puis ils avancent. Puis justement, c'est sauvé avec son enfant, puis les deux sont ensemble. Puis là, tu vois les deux en arrière dans la gondole. Puis là, justement, c'est exactement le même genre de fin, mais qui a une symbolique un petit peu différente, mais c'est le même principe, si on veut, là, que tu as les deux personnages qui sont là, puis qui sont comme « fuck, OK, mais on s'est sauvé à Venise, on est bien beau, mais après ça, c'est qu'on calisse. » Puis genre... Il y a tout le questionnement de on est-tu vraiment... Est-ce qu'on s'aime vraiment? Est-ce qu'on est vraiment bien ensemble? Genre, elle, est-ce que j'ai vraiment bien fait de tout lâcher ma vie, tout ce que je connaissais jusqu'à maintenant pour ça? Là, lui... Chris, je l'ai fait lâcher toute sa vie, puis finalement, c'était-tu juste pour le thrill ou genre je l'aime vraiment, puis c'est quoi qu'on fait maintenant? Genre, on va-tu vraiment être
plus heureux que ce qu'on était avant, surtout elle, mettons. Puis, non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Toujours pour dire que la première fois que j'ai vu ce film, ben, j'ai juste vu une fois, mais quand j'ai vu la fin de ce film-là, j'étais vraiment. Je me souviens, je ressentais un malaise, puis j'étais comme pas sûr. J'étais comme, ah, mais c'était-tu voulu que ce soit malaisant à la fin? Tu sais, je trouvais que c'était. Tu sais, bon, je vais dire ça comme ça, là, mais c'est pas si bien exécuté que ça, là, mais bon, sous réserve. Là. Mais, tu sais, puis après ça, quand j'ai vu, je pense que je t'ai texté là, après avoir vu The Graduate, je t'ai dit, hey, je viens de comprendre la fin de Félix et Mira. Parce que c'est ça, c'est exactement le même principe. Là. Mais dans The Graduate, j'avais trouvé ça plus évident, si on veut. Mais ouais. Voilà, c'était anecdote personnelle, sans trop d'importance. Là. Mais c'est excellent, Félix et Mira. Ouais, Regardez-le. vraiment, ouais. Puis justement, je pense qu'il y a une grosse influence, pas juste avec la fin, mais le film au complet, c'est basé à peu près sur le même film. C'est le même Ouais, pattern, à peu près. Là. ouais, c'est sûr, il y a des parallèles à tracer. Ouais, c'est très bon. Mm. Ah, puis je voulais finir. T'as-tu fini par rapport à ça? Par rapport à un autre point, whatever? Oh oui, OK. oh oui. Euh, je voulais finir sur une ouverture par rapport au Nouvel Hollywood, puis à où ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Tu sais. Parce que Ah oui, là, c'est la partie où tu te risques. Là. où je me risque. Pourquoi je me risque? Parce que tu fais des prédictions. Non, mais j'ouvre ben, pas des prédictions, mais je veux comme amener une réflexion. Est-ce qu'on pourrait s'en aller vers là ou pas? Là? Même si ma réflexion sert à rien parce que, genre, ben, c'est juste dans le vide, là. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, à l'époque, c'était les majors qui dominaient et qui avaient tout le monopole. Là. Mais quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu as les Amazon Prime, tu as les Netflix, tu as les Apple TV, tu as Disney qui ont chacun leur chose puis qui produisent pour leur plateforme. Tu sais. On se retrouve aux mêmes affaires que quand tout le monde avait des cinémas. Tu sais. Fait que est-ce qu'on s'en va vers quelque chose semblable où ce que tout va éclater, puis on va se trouver avec un cinéma plus indépendant. Puis, surtout qu'on voit à cette heure beaucoup de remakes, puis des affaires comme ça, ou des suites, qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Tu sais, je comprends qu'il y a encore des films risqués, des films d'auteur, ça existe encore. Là. Mais penses-tu qu'on pourrait s'en aller vers quelque chose de même? Je sais pas. Mais non, mais c'est vrai que la situation. Mais c'est vrai que niveau risque, là, c'est proche du zéro actuellement. Là. Dans les films à plus gros budget, puis tout ce qui fait le plus d'entrées au cinéma, mais c'est ça aussi. C'est les films qui pognent le plus, c'est beaucoup des films qui prennent pas de risques, puis que. Mais au final, c'est ça, qu'il n'y a pas grand-chose qui se renouvelle. Puis c'est pour ça aussi que bon, tu as des séries télé qui, des fois, prennent plus de risques, ben, qui essaient des trucs plus originaux, qui vont chercher plus de monde, puis que tu as même t'as beaucoup de réalisateurs qui vont se tourner vers ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose de plus intéressant que de devoir essayer de rusher pour monter le financement d'un film qui va falloir qu'il fasse plein de compromis puis qu'il ne pourra pas essayer Surtout que ce les qu'il budgets veut de télé faire. à cette heure, c'est ridicule. Là. Ça n'a plus de sens. Là. Non, c'est sûr, c'est énorme. Là. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu regardes le top du box-office à chaque année actuellement, c'est sûr que c'est décollissant. Comparé. Parce que c'est un truc important avec le Nouvel Hollywood aussi, c'est que des films de ce genre-là, il y en a encore qui se font aujourd'hui, ou des héritiers, ou juste dans le fond des films qui sont plus bruts, plus crus, puis plus bon, des grands films artistiques, mais qui traitent de sujets plus forts puis tout. Mais la différence aussi, c'est que à l'époque, c'était vraiment ça qui était les films majeurs puis les films populaires. Tandis qu'aujourd'hui, ben là, c'est des films que personne voit. C'est sûr aussi que le contexte social n'est peut-être pas le même qu'à l'époque où est-ce qu'on a un changement des mœurs complètement. Là, contrairement qu'aujourd'hui, on a évolué et on n'est plus là. Là. Il y a Ouais. plus de qui change de quoi. Là. Ouais. Ben, je pense qu'il y a encore beaucoup de changements, mais bon, Ah, peut-être aux c'est sûr. États, c'est encore pire qu'ici. Là. C'est sûr qu'il ne faut pas comparer. Là, mais ouais. Mais je sais pas. Mais donc, pour savoir où c'est qu'on s'en va avec tout ça,
J'ai aucune idée. Je suis pas bon en prédiction. Ben, c'est surtout, mettons, avec les risques de la COVID, que les studios perdent probablement beaucoup d'argent en ce moment. Peut-être qu'ils vont dire, hey, regarde, on va faire des films avec petit budget, puis si ces petites affaires-là vont sortir, puis vont se démarquer, peut-être qu'on pourrait faire un retour à ça. C'est une hypothèse. Peut-être. Mais il y a toute la question aussi de savoir de qu'est-ce qui se passe avec les salles de cinéma quand tu as autant de plateformes de diffusion, puis de Netflix qui diffuse de plus en plus de contenus originaux, de films, des fois de grands réalisateurs qui passent pas par les salles de cinéma, qui sortent juste sur Netflix. Là. Ouais. Mais ça ressemble à ce qu'on avait à l'époque aussi. Les antitrust doivent faire comme ça qui est arrivé. Là. Ah ouais. Fait que... Ouais. Mais... Je sais pas. Ah, je voulais dire aussi, il ne faut pas penser que le cinéma d'auteur n'existait pas avant The Graduate et la Nouvelle Hollywood non plus. Faut pas penser ça. Même si je sais que tu penses pas ça. Là. Non. Mais c'est juste qu'à partir de ce moment-là, ben, c'est comme le cinéma d'auteur qui dominait. Mais je pense qu'un des pionniers qui a mené à ça, c'était John Cassavetes des années 50. Là. Je sais pas si tu connais un peu John Cassavetes. Hein? Ben, plus de noms qu'autre chose. Parce que c'est un acteur qui a joué dans des gros films, là, je me souviens plus lequel. Là. Mais ça a été un pionnier du cinéma indépendant où est-ce que lui-même il finançait ses films, puis il faisait des films quasiment improvisés des fois. C'était écrit, mais beaucoup d'improvisation, puis c'était pété, puis tout. C'est vraiment nice ces films. Ben là, on s'éloigne du sujet, mais en tout cas. Mais je pense que c'était beaucoup ça à l'époque. Que je veux dire que avant le Nouvel Hollywood, les cinéastes qui avaient plus de liberté et qui faisaient des projets comme plus intéressants, ils étaient aussi leurs propres producteurs puis leurs propres. Il y avait aussi beaucoup de gens qui. Je veux dire, Charlie Chaplin a fait des films très. Que c'était lui qui avait le contrôle, mais justement, il avait quand même le pouvoir partout. Mais je vais parler Hitchcock, mettons, que c'est ça, il se produisait. Kubrick aussi, il a commencé avant une nouvelle Hollywood, mais c'est ça, il avait les moyens de faire là, ce qu'il voulait. Ouais. C'est intéressant. Moi, ça fait le tour. Là. C'est correct? Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. C'est excellent. Je pense que c'est ça. C'est ça. Correct. Au revoir.